Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Si pour certains, la saison est déjà terminée, pour d'autres, il reste encore quelques échéances. On va parler basket aujourd'hui dans cet avant-dernier numéro de Fou de Sport de la saison. On va revenir sur la saison du Nantes-Rezé Basket et sur la fin d'une histoire pour cette équipe huitième de Ligue féminine et demi-finaliste malheureux du Challenge Round. Et puis on s'intéressera également à l'avenir du club avec Franck Valentin, le nouveau président, bonjour. Bonjour. Et l'entraîneur bien connu du NRB, du Nantes-Rezé Basket, Emmanuel Curet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. L'Hermine, de son côté, toujours dans le play-off pour la deuxième saison consécutive. Comment les basketteurs nantais en sont arrivés là? Peuvent-ils faire mieux que la saison passée? On parle de tout ça avec Jean-Luc Cadio, le président de l'Hermine. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Cabane, l'un des dirigeants du club nantais. Bonjour Thierry. Bonjour. Travailler ensemble, est-ce toujours d'actualité? Quand sera-t-il la saison prochaine? On posera également toutes ces questions à nos invités. Mais on commence avec leur coup de cœur, coup de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule avec Jean-Luc. Coup de cœur ou coup de gueule? Les deux. Allez, les deux. Allez-y, donc, c'est l'avant-dernière. Coup de cœur, c'est la finale de basket de l'Euroleague. Super match avec un Choletais qui était à la manœuvre, qui a été MVP. Et puis le coup de gueule, c'est faire en sorte que cette ville de Nantes trouve un peu plus de sérénité avec ces manifestations qui sont sans cesse qui perturbent les commerçants et qui devient dramatique pour nos commerçants. Vous avez quand même réussi à arriver jusque sur le plateau. C'est tant mieux. À pied. Franck Valentin, président. Alors, un coup de cœur également, surtout pour le TQO, qui va être là au mois de juin. Le tournoi préparation olympique. Tout à fait. Donc, qui se passe à Nantes. On va pouvoir parler du basket féminin, le mettre à l'honneur. Et pour nous, c'est un vrai plaisir à voir l'équipe de France arriver, avec notamment des anciennes aussi du NRB qui seront présentes sans doute. Avec Sarah Michel, Sarah Michel, oui, qui est dans le groupe aujourd'hui. Donc voilà mon coup de cœur. Thierry, coup de cœur, coup de gueule. Allez, je vais parler, non pas basket, mais je vais parler football avec une fin de dingue à la fin du championnat de Ligue 1 avec Toulouse, c'est son mes racines du Sud-Ouest, avec Duprat qui a su transcender ses joueurs. On aurait presque pu dire que c'était une fin de match de basket, cette fin de championnat. Non, formidable, quoi. Un gros coup de management. Toulouse qui se maintient dans les dernières minutes. Et c'est terrible pour Reims qui bat Lyon 4-1. Enfin bon, voilà. Fin haletante. On aurait dit du basket. Emmanuel, coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est le discours de Pascal Dupraz, que j'ai trouvé exceptionnel, même si le décorum faisait qu'on pouvait amener ce genre de discours. Mais bon, c'était quand même assez fort et je suis assez admiratif de ce type de management. Qui avait déjà réussi le même coup avec Evian Tonon-Gaillard il y a 2 saisons, face à Sochaux. Et on ne s'est pas concerté avec Emmanuel. Exactement, je suis témoin. Allez, on va parler basket. Certains sont déjà en vacances. C'est le cas du Nantes-Rezé Basket. D'autres vont attaquer les play-off, une partie importante de la saison, c'est pour l'Hermine. Dans un instant, on va revenir sur le parcours parfois chaotique de l'Hermine de Nantes cette saison et qui s'apprête à participer pour la 2e année consécutive à ces phases finales. Mais d'abord, honneur aux dames, si vous voulez bien. Regardez le bilan du Nantes-Rezé Basket cette saison. Saison régulière, 8e avec 37 points, demi-finaliste du Challenge Round avec une défaite face à Nice lors du match aller, une victoire à Nice au retour, et puis en match d'appui, une défaite du NRB. On va revenir dans un instant sur ce Challenge Round. On sait que ces dernières saisons n'ont pas forcément été faciles pour le Nantes-Rezé Basket, qui se relançait après les problèmes financiers. Comment, Emmanuel, avez-vous vécu cette saison plus sereinement que les précédentes? Tout d'abord, dans votre tableau, il manque quand même pas mal de choses, parce qu'on a quand même joué en Coupe d'Europe. Donc on a quand même fait également, oui. Dans une compétition où la formule avait un peu changé, puisqu'en quart de finale on mettait les équipes d'Euroleague, donc c'était un niveau assez relevé. On est quand même demi-finaliste de la Coupe de France contre Montpellier. J'ai pas fait mon travail. Vous pouvez me taper sur les doigts. Non, j'ai beaucoup de respect pour vous, donc je vais m'abstenir. Non, on a fait en Coupe de France, donc demi-finale, on perd parce que Isis Arondo n'était pas parmi nous, entre autres. Ouais. Blessé. Blessé à cette période-là. Et donc, si on tire un bilan, on tire quand même un bilan plutôt très, très positif, parce qu'il faut quand même savoir qu'en décembre, on avait 4 malheureuses victoires. Et le groupe a montré des qualités d'âme et de fighting spirit qui m'ont bien plu, en tout cas. Et
personnellement, comment vous l'avez vécu cette saison? Plus sereinement que les deux précédentes? Comme toutes les saisons d'Entrezé Basket, avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de passion et beaucoup d'aventure humaine. Donc non, pas plus de stress, pas moins de stress. Alors, une belle saison. En championnat, c'est 12 victoires, 17 défaites. Oui, si on compte le challenge round. C'est oui. ça, hein. Oui, tout à fait. Quels ont été les moments clés, justement, de cette saison pour le Nantes-Rezé Basket? Vous disiez 4 petites victoires seulement à la trêve. Je pense que les moments clés, c'est surtout les moments où, comme je vous le disais, on a eu 4 victoires. Et le groupe s'est jamais désuni et a cru au travail. Et on a justement fait un mois de janvier-février, où on a enchaîné 5 victoires de rang. Et comme l'année dernière, 5 victoires de rang, on accroche le top 8. Et c'est quand même un bel exploit. Hein, parce que les gens. Ouais. Le problème, c'est qu'au Nantes. C'est pour ça qu'on vous invite et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Merci, je vous remercie beaucoup, Télé Nantes. Mais mais je pense qu'il faut toujours le préciser parce que. Moi, j'ai eu la chance de connaître les années un peu prospères avec un peu plus d'argent. Et là, c'est moins le cas et on arrive quand même à faire du bon travail. Donc, c'est bien. Alors, Président, on parlera, puisque vous arrivez en tant que nouveau président, vous remplacez Hubert Gouriou, ça sera pour la saison 2016-2017. Comment vous l'avez vécu, vous, cette saison? On va rappeler que vous êtes à l'origine un partenaire du club qui devenait président. Vous avez vibré aussi, comme disait Emmanuel, avec les supporters, avec les gens du club? Alors ça fait 3 ans que je suis effectivement le NRB. C'est un club qui nous a fait toujours vibrer. Hein. Ça fait 2 ans notamment où on vibrait de façon importante et surtout quand on arrivait dans les playoffs parce qu'il y avait toujours des matchs à suspense. Les matchs de Nice ont été vraiment des matchs très tendus. On perd de 1 point d'ailleurs au match aller et ça joue, on a la dernière possession. Oui. Et le ballon tourne autour de l'arceau et ressort. Si on avait gagné ce match-là, on serait sans doute en finale après derrière, puisqu'on a gagné au match retour. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire sur le NRB, c'est qu'on a plutôt un terreau qui est très favorable sur la région. On a un centre de formation qui est plutôt performant, et d'ailleurs, le centre de formation, on le voit bien, les espoirs sont championnes de France cette année. Sur lequel le club s'appuie beaucoup. Et vraiment, on a l'opportunité... Mais vous avez vibré. On reparlera de tout ça, de l'avenir, de ce qui va se passer. Mais vous, en tant qu'individu, vous avez vibré au basket féminin cette saison encore? Debout sur les chaises, totalement, à supporter notre équipe. Et on avait une équipe qui était plutôt vraiment très courageuse. Qui était vraiment qui allait de l'avant et qui a su aller chercher les victoires nécessaires. Thierry, Jean-Luc, vous suivez, vous avez un œil aussi, alors sur l'Hermine bien évidemment, sur le NRB également, parce que vous partagez la même salle, la salle Mangin-Beaulieu. Vous avez vibré, vous aussi, cette saison? Oui, on suit autant que faire se peut les résultats de nos amis du NRB. On se rend au match. Nos joueurs se rendent aussi au match, sont très fidèles aux rencontres. Donc, effectivement, ce qu'on a voulu instaurer avec Jean-Luc lors de notre arrivée, effectivement, ce rapprochement qu'on avait évoqué ici, chez vous, sur ce même plateau, s'est opéré, me semble-t-il. Et je crois qu'évidemment, c'est tout l'intérêt de nos deux clubs, de retrouver, effectivement, de faire en sorte que Nantes redevienne une place forte du basket et masculin, je prêche pour notre paroisse, et féminin, bien évidemment. Le petit bémol, Emmanuel, s'il y en a un, c'est ce challenge round. Vous aviez l'habitude d'aller en finale, de vous qualifier régulièrement pour la Coupe d'Europe. Là, il y a eu ce match à Nice. C'est un peu paradoxal parce que vous perdez chez vous, vous allez gagner là-bas. La Belle a lieu là-bas aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à gagner au match retour et qu'à la Belle, vous vous incliniez? Bon, déjà, le premier match, on le perd sur un coup de dé, donc je dirais que c'était quasiment match nul, même si on le perd puisque le résultat nous est défavorable. Après, il y avait une grosse envie sur le deuxième match, au forceps, mais bon, pour la petite histoire, on a quand même joué 52 matchs. Donc, je pense que tout ceci s'explique. Je pense qu'on est arrivé au bout du rouleau. Avec un effectif... pléthorique. Assez restreint. Non, mais... Je pense que le dernier match, c'est dur de terminer comme ça parce que je pense qu'on pouvait aller en finale. Mais bon, je pense qu'il n'y avait plus de gaz et malheureusement, on est passé un petit peu à côté de cette rencontre. On va rappeler le principe du Challenge Round. Du 5e au 8e de saison régulière, il y a des matchs demi-finale, finale. Les finalistes sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, ce qui veut dire que vous ne jouerez pas la Coupe d'Europe la saison prochaine? Non. Le plus important, c'est d'être dans le top 8, parce que dans le top 8, vous pouvez être européen. Le problème, c'est que réglementairement, sont qualifiés seulement les finalistes et le vainqueur.
Mais on est dans l'attente de savoir si la fédération nous propose un spot. Ce sera un repêchage, ça se passe comment quand c'est comme ça? Non, c'est la fédération qui, au vu de nos résultats, je pense qu'on a quand même une histoire sur la Coupe d'Europe. Ça fait un petit moment qu'on y est et puis qu'on ne fait pas que de la figuration. Et puis on est dans le top 8. Vous m'auriez posé la question dans le top 9, je vous aurais dit non. Là, on a des possibilités d'être invité. Ça serait le gros point noir de ne pas faire la Coupe d'Europe. Ça serait la première fois depuis de nombreuses saisons pour la saison prochaine, au moment où vous relancez quelque chose, Président. Pour le NRD, la Coupe d'Europe, c'est important. Après, un point noir, peut-être pas, puisqu'on va avoir une équipe qui va être en reconstruction, une équipe assez jeune. Donc, on ne fait pas une fixation dessus. Ceci dit, si on ne l'avait pas, oui, on serait un petit peu déçus. Et je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas, au vu des résultats qu'on a eus cette année. Alors, du côté de l'Hermine Nantes-Atlantique, ça a donné ça jusqu'à maintenant. Regardez le bilan de cette saison. En Pro B, ils sont 7e avec 55 points, 33 matchs, 18 victoires, 15 défaites. Et qualifiés pour les phases finales. C'est la 2e saison consécutive. Alors, aucun joueur, vous l'aurez remarqué, ou membre du staff ne sont sur le plateau. Et pour cause, ils jouent aujourd'hui même à Denain le dernier match, 34e et dernière journée de Pro B. Comment, vous, messieurs, vous vivez les matchs quand c'est à l'extérieur, parce que ça ne sera pas retransmis à la radio? Vous aimez aussi vous déplacer? On va demander à Jean-Luc, le président. Oui, cette année, je me suis déplacé 3 fois. Donc, c'est très intéressant d'aller voir l'équipe, comment elle se comporte à l'extérieur. C'est vrai que ce soir, on a un match aussi important, parce que mine de rien, on est qualifié pour les playoffs. Mais si on gagne ce soir à Denain, on améliore notre sort pour rencontrer le futur adversaire. J'espère qu'on va éviter... dans notre tableau final, Bourg-en-Bresse tout de suite, il vaut mieux l'attendre après. On va en reparler tout à l'heure. Regardez cette image de Jean-Luc Cadio qui va arriver dans quelques instants. C'était vendredi soir face à Saint-Chamond. C'est vous, dans les tribunes, à regarder attentivement. Et c'est comme ça que vous vivez les matchs de l'Hermine à Mangin-Beaulieu. Vous finissez votre 2e saison en tant que président du club de l'Hermine. Rétrospectivement, Jean-Luc Cadio, cette mission, elle vous plaît toujours autant, voire peut-être même encore un peu plus? Oui, je suis arrivé là un peu par hasard parce que ce sont des membres du comité directeur avec Thierry. On est arrivé il y a 2 ans et le président de l'époque, Marcel Etienne, avait décidé d'arrêter. Après avoir passé 5 ans à redresser le club, tout le monde s'est retourné vers moi pour prendre la présidence. Bon, je me suis pris au jeu et je trouve qu'aujourd'hui le jeu il est sympa malgré qu'il est très stressant, aussi bien au point de vue sportif que financier, parce que c'est vrai qu'on a quand même des responsabilités sportives et financières. Et la finance aujourd'hui ne va pas sans le sport. Donc on est obligé d'être quand même structuré, organisé. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe dirigeante de 12 personnes au comité directeur. Dont Thierry, qui est en charge de toute la partie animation, communication, le travail qui est excellent. Mais chaque membre du comité directeur est très investi dans sa mission. Je vous rappelle qu'à ce jour, on n'a que 2 salariés en dehors du staff sportif, au back-office. Notre objectif, ce n'est pas d'aller beaucoup plus haut, c'est d'en avoir 3 cette année. Oui. Mais on préfère cantonner notre budget financier sur le sportif et utiliser la compétence des dirigeants au niveau bénévolat qui est très intéressante, mais surtout qui motive tout le monde vers un même objectif et qui transcende aussi les joueurs. Alors on le disait, le sportif, ça marche plutôt bien. Regardez ces images, c'était vendredi soir face à Saint-Chamond, l'avant-dernière journée. Une victoire de l'Hermine 80-61, un succès qui permet donc aux hommes de Franck Colino de se qualifier pour la 2e année consécutive pour les phases finales de Pro B. La saison dernière, Thierry Cabane, vous étiez la vraie surprise de ces playoffs. Cette année, vous allez être plus attendu, j'imagine. Est-ce que vous avez craint déjà de rater l'objectif? On se souvient qu'à la trêve, vous étiez très mal dans le championnat de Pro B. Vous savez, comme le disait Jean-Luc, on est arrivé il y a 2 ans, donc notre premier mandat, je dirais, faire les playoffs, terminer 5e, on aurait signé des 2 mains, bien évidemment, puisqu'on avait fixé comme objectif au staff technique de faire les playoffs, de sortir de la zone un peu sensible pour atteindre la 9e place. On fait les quarts de finale, on est éliminé par Antibes qui monte en Pro A. On a fait une saison extraordinaire, on a essayé de modifier un certain nombre de choses, j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur l'animation, etc. On a essayé de redonner vie à ce club qui était effectivement bien vivant, mais lui donner une nouvelle dynamique, remplir la salle de Mangin-Beaulieu, etc. Et c'est vrai que ce match contre Antibes ou les matchs contre Monaco, on a fait plus de 2000 personnes. Donc évidemment, commencer notre mandat par une telle saison, oui, je dirais que
la saison la plus difficile, c'était celle-ci, puisque Jean-Luc Cadio a fixé des objectifs, à savoir faire les demi-finales des playoffs. Il y a eu un petit coup de moins bien. Il y a eu un petit coup de moins bien. Logique, finalement. Il y a eu un petit coup de moins bien, évidemment, mais on avait confiance. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a fait revenir notre Américain chéri. On n'a pas arrêté de lui dire qu'on l'aimait, Alain Durham, qui nous a apporté énormément. Donc là, on est 7e au moment où on se parle, peut-être 6e ce soir. On verra. En tous les cas, pour le moment, le contrat est rempli. Et puis, Inch'Allah, quoi. Alors, écoutez, Franck Colino, justement, l'entraîneur de l'Hermine de Nantes, au sujet du bilan de cette saison. Écoutez-le. Le job est fait, les gars sont à féliciter. Je le répète, la saison était vraiment âpre. Une saison très compliquée, où toute une période, chaque match à domicile, il fallait valider, prendre un point, parce qu'à l'extérieur, on ne passait pas. On était entre 8 et 10 au niveau du classement. Et chaque match, on était sous pression à domicile, avec cet objectif de play-off au-dessus de la tête. Voilà, c'est bien que les gars aient pu rester vraiment solides tout au long de la saison et pour aller aboutir à ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, maintenant, on va regarder devant nous et puis bien préparer ce qui nous reste à jouer. Jean-Luc Cadio, l'équipe a franchi un palier, même si vous allez terminer sous la 5e place, soit 7e, soit 6e. Elle a franchi un palier malgré tout, parce que comme disait Franck Colino, c'était plus fort. Le championnat était plus fort cette saison. Oui, c'est vrai que sur les 18 clubs dans la Pro B, il y a quand même 16 clubs qui se valaient plus ou moins à un moment ou à un autre. Je pars du principe qu'il y a 5 journées, on était tous entre l'avant-dernier et le 5e, avec 3 matchs d'écart. Donc c'était quand même très serré. On a eu un championnat très difficile. C'est vrai que le recrutement de début de saison, on s'est un peu trompé avec Jordan Morgan, mais qu'on a su couper en temps et en heure, faire revenir Alain Durham. Et depuis qu'Alain est revenu, c'est vrai qu'on a remonté au classement, parce qu'on était avant-dernier au mois de décembre, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que sans lui, justement, on le découvre, Alain Durham, c'était vendredi soir face à Saint-Chamond, sans lui, l'objectif play-off n'aurait pas été atteint? Ah oui, je suis persuadé aujourd'hui. Oui. Ça aurait été très difficile. Qu'est-ce qu'il a apporté justement à l'équipe? Il est au-dessus? Il est au-dessus. Parce qu'on va rappeler qu'il était parti du club pour tenter d'évoluer en Pro A, qu'aucun club finalement n'a voulu de lui. Il est reparti aux États-Unis jouer dans une ligue mineure pour finalement revenir 6 mois plus tard. Oui, ce qu'il a apporté, c'est plein de choses. Déjà, c'est un super type. C'est un super joueur, vraiment. Tant humainement que d'un point de vue technique. Et puis surtout, c'est un guerrier. Oui. Il ne veut pas perdre. Quand Jean-Luc Cadio a pris contact avec lui, voilà, les objectifs ont été clairement définis. Et lui, ses playoffs, il les veut réellement, vraiment. Et donc, c'est un vrai booster dans un vestiaire. Emmanuel, votre regard justement de technicien sur ce joueur, Alain Durham, qui avait éclaboussé de son talent la Pro B l'an passé, c'est 17 points de moyenne, je crois, par match. Déjà, comme disait Thierry, c'est un super mec qui vient nous dire bonjour, qui discute, il parle pas français, mais ça c'est le problème des Américains, ils ont un peu de mal. Très bien anglais, par contre. Oui, il parle anglais, super, et américain encore mieux. Mais non, c'est un super gars, et ça, je pense que c'est quand même important dans l'équipe. Et puis au niveau basket, c'est une force de la nature. Je pense que c'est un gars qui n'a pas joué en Pro A pour des problèmes d'opportunité. Vous savez, c'est comme la NBA, c'est être au bon endroit au bon moment. Bon, lui, il a essayé, il n'a pas réussi, mais je pense qu'il pourrait jouer en Pro A sans souci. Alors l'Hermine va donc disputer pour la 2e saison consécutive les playoffs de Pro B. Écoutez à ce sujet Franck Colino, l'entraîneur nantais. Personnellement, j'ai connu 3 fois les playoffs avec Nantes, 2 fois avec Antoine Michon et 1 fois l'année dernière. Les 3 fois, on a été battus en 3 manches par l'équipe qui est montée. Une année Bourg-en-Bresse, une année Poitiers et l'année dernière en team. Donc j'aimerais bien qu'on soit capable de vaincre ce signe-là qui nous gratte un peu et qu'on passe un tour, ça serait vraiment superbe. Alors regardez le principe des playoffs. Je me suis trompé d'ailleurs là aussi dans l'infographie, puisque le premier monte directement, donc c'est entre le 7e et enfin le 2e et le 9e. Donc les rencontres, 2e contre le 9e, 3e, voilà. Match aller-retour avec match d'appui également. On va regarder le classement de cette Pro B pour s'apercevoir que Nantes, 7e, pourrait donc jouer face à Évreux, Bourg-en-Bresse ou Boulazac, voire Fos-sur-Mer. Et vous le disiez, Jean-Luc, tout à l'heure, il y a des équipes à éviter, là? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ce qui nous concerne, il faut qu'on évite Bourg-en-Bresse. C'est un point de vue personnel. Si ce soir, Toulon gagne contre Évreux, Bourg-en-Bresse se retrouve 3e, et que nous, on reste 7e, si on peut faire ça, ce serait pas mal.
Après, toutes les équipes se valent, mais c'est des pronostics. Hein, c'est simplement. Mais comme on a une équipe qui est capable de tout et son contraire, je pense que moi, je ne suis pas trop inquiet. Mais ils peuvent me réserver même une mauvaise surprise, c'est-à-dire être éliminé, mais aussi une bonne surprise, monter. Emmanuel, on rentre là dans le Money Time. C'est pareil chez les filles, c'est compliqué. C'est mini-tournoi, on va dire, de fin de saison, que ce soit le Challenge Round ou les playoffs. Oui, c'est une nouvelle compétition. Et puis c'est surtout que les gens, c'est là où on voit les vrais joueurs. Et les vraies joueuses et les vraies équipes. Donc je pense qu'ils ont l'expérience de l'année dernière où ils sont quand même tombés sur une équipe d'Antibes. Et ça s'est joué à peu de choses. Hein. Pour avoir vu les matchs, je pense que le premier, ils ne le prennent pas. S'ils le prennent, c'est l'inverse. Le match là-bas, ils pouvaient très bien le prendre. On pouvait le prendre, j'y étais. Ça se joue à peu de choses. Donc vous savez, c'est... Et puis je suis un peu d'accord avec l'analyse du président. Je pense qu'ils sont capables de tout. Et comme de rien. Comme de rien sur un match. Un peu à l'image du match de Saint-Chamond. Mais c'est l'histoire de cette équipe. Olivier. Il ne faut pas être cardiaque. Alors c'est très bien parce que le public est ravi, mais vraiment ravi en disant on a vécu une soirée extraordinaire à Mangin, c'est génial. Il faut rappeler que Saint-Chamond revient à 1 point. Quand Exactement. Même, hein, et nous, on se regarde avec Jean-Luc, avec les autres membres du comité direct. On se dit. Le cœur qui bat très wow, vite. Mon Dieu, et l'image que vous avez montrée de Jean-Luc est la vraie image. Et ils ont pris 19 points après. Donc c'est super. Est-ce que cette équipe nantaise, elle est taillée pour aller plus loin cette saison? Vous le disiez, objectif demi-finale. Est-ce qu'intrinsèquement, la qualité des joueurs peut faire que ça ira plus loin? Je pense que, je le disais tout à l'heure, Emmanuel est très important par rapport à Dupraz. Si demain, Franck, avec la qualité des joueurs qu'il y a là, je vois que Page Portland aujourd'hui a fait comprendre aussi aux joueurs que les playoffs, c'était quelque chose de superbe et que tout joueur devait se régaler dans les playoffs. Donc moi, je m'attends à tout avec cette équipe-là. Maintenant, ça va dépendre de l'esprit de groupe, tout ce qui va autour. Mais je vous rappelle quand même que tous les leaders, on les a battus, sauf Bourg-en-Bresse. On a pris 2 défaites. Ouais. Vous aurez votre mot à dire, justement? Vous allez aller les voir avant dans le vestiaire et puis... Non, moi, je ne m'occupe pas du sportif. Je les vois avant, sur l'entraînement. Mais ça, c'est le rôle du coach. Au dernier entraînement? Je me souviens l'an passé, oui, vous étiez passé. Ça m'arrive de venir et de leur dire un petit mot ou dire des choses qu'il y a à dire. Mais après, c'est l'affaire du coach, le vestiaire. Moi, je ne me mise pas dans le sportif, même pendant la constitution de l'équipe, ça ne concerne que le coach. Après, c'est à lui de galvaniser son équipe et de la motiver. Moi, je ne suis pas payé pour faire le sportif et ni surtout de me misser dans la compétition d'équipe. Alors, regardez, les playoffs, eh bien, ça commence le 24 mai pour le match aller, match retour le 26 mai, match d'appui le 28 mai, s'il y a besoin d'un match d'appui. L'Hermine qui jouera son match à domicile le 26 mai, ça, c'est le petit bémol aussi, parce que l'Hermine n'aura qu'un match à domicile, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et donc là, on compte sur tous les supporters. Ce sera le 26 mai, donc. Hein, le 26 mai, et effectivement, on espère, et on commence déjà à y travailler d'arrache-pied, on espère faire une salle comble, évidemment, avec les supporters du NRB et tous les supporters du basket nantais et des Pays de la Loire. On compte sur beaucoup de monde pour nous encourager pour franchir cette étape, bien évidemment. On va faire en tous les cas en sorte que ce soit une très jolie fête du basketball. Rendez-vous à Mangin. Je rappelle quand même que nous avons fait toujours une assistance de plus de 2000 personnes. Comme quoi? Donc ça veut dire qu'il y a... La jauge de Mangin, c'est 2500. Soyez 2500 le 26 mai pour voilà. encourager l'Hermine. l'Hermine. Il y a un message à faire passer, Olivier, c'est celui-ci. Soyez au moins 2500 à Mangin-Beaulieu. Alors l'Hermine, on l'a compris, qui continue de progresser 2 ans après l'arrivée de nouveaux dirigeants. On va en reparler tout à l'heure. Et puis le Nantes Basket qui va donc changer de président la saison prochaine. Et puis qui est sur un nouveau projet également. C'est ça l'idée? Et quel est le projet, en quelques mots, Franck? Alors en quelques mots, c'est un projet qui se met en extension par rapport à ce qui a été fait, parce qu'il faut rendre hommage au travail qui a été fait par l'équipe d'avant moi sur le NRB, c'est-à-dire qu'il y a eu une remise à flot des comptes. Ouais. Où il y avait une dette à épuiser et ça a été refait de façon admirable. Derrière, on a vu aussi les statistiques sportives, tout le travail qui a été fait sur le centre de formation, qui est aussi un travail de qualité. Donc, ce qui est aujourd'hui évident, c'est pas de remettre tout ça en cause, hein, mais plutôt de se positionner sur de l'extension. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, et pareil que l'Hermine, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Il va falloir trouver des partenaires, un partenaire privé. Et c'est l'idée qu'on a, hein, c'est de faire venir des compétences. Bien sûr aussi, pas remettre des salariés, mais avoir de l'expérience qui vienne de la sphère privée, de façon à pouvoir porter ce club féminin, hein, qui est quand même dans un territoire
où on a le plus de licenciés féminins en France sur la terreau, Loire-Atlantique. vous le disiez C'est un vrai tout à l'heure. terreau qui est favorable et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur la Loire-Atlantique. Alors, partenaire du NRB, vous venez de la Oui. grande distribution. Comment on se retrouve propulsé président du Nantes-Osé Basket? C'est un peu par hasard aussi que je suis arrivé là. Oui, ça réussit quand c'est par hasard. Effectivement, je vais essayer de m'en inspirer. C'est un peu par hasard. On était une équipe de partenaires qui voyaient ce qui se passait au sein du club, avec quelques difficultés financières qui arrivaient puisqu'on avait des équipes, on avait un petit peu de mal à aller chercher du professionnel. Un budget qui avait tendance à baisser. Donc, on s'est dit, nous, on va écrire un budget, on va le Là, proposer, vous un repartez projet. sur un budget de combien pour la saison prochaine? Aujourd'hui, c'est difficile. On est sur un budget d'1,3 million, voilà, dans les grandes lignes. Mais c'est compliqué parce qu'on a certaines contraintes qui sont liées à des obligations par la LFB aujourd'hui d'avoir certaines réserves pour le club. Donc il faut vraiment qu'on reparte de l'avant et qu'on aille vraiment rechercher des partenaires aujourd'hui. Vous ne repartez pas de zéro, Emmanuel? Non. C'est vraiment. Alors, on va reparler de l'équipe dans un instant, du sportif proprement dit. Au niveau des structures du club, c'est vraiment dans le prolongement de ce qui a été fait par Hubert Gouriou ces 2 dernières saisons. Ah oui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de personnes qui partent, il n'y a pas de personnes mises à part dans l'effectif. Non, c'est la continuité qui va perdurer, voilà. Alors, regardez justement l'effectif 2015-2016 du Nantes-Osé Basket. J'espère que j'en ai pas oublié, Emmanuel. Si j'en ai oublié, vous saurez me le dire. Composé de 9 joueuses. Qui sera encore là la saison prochaine? Alors déjà, c'est pas Poutrina, mais c'est Poutnina. Mais Poutnina. Bon, les départs, je pense que on sait que Keral Casas, la jeune espagnole, ne sera plus parmi nous. Margot Galliou ne sera plus parmi nous et Aya Poutnina ne sera plus parmi nous. Voilà. C'est une vraie fin de cycle, finalement. Mais, dans la situation dans laquelle on est contraint de faire des coups et de mettre des joueuses en avant. Et quand on met des gens en avant, ils sont beaucoup plus chers et ils partent. Donc c'est plutôt sympa. Sauf pour l'entraîneur, évidemment, parce qu'il faut qu'il retrouve. Mais ça prouve que quelque part, on ne s'est pas trop trompé. Donc, bonne chance à elles. Elles ont profité du NRB pour se relancer. Ouais. Bon, c'est plutôt flatteur pour nous, même si il faut faire des courses maintenant. Alors, au mois de février, écoutez ce que vous disiez justement sur Keral Casas, qui ne restera pas. Écoutez. C'est évidemment quelqu'un qu'on souhaiterait conserver. Après, je pense qu'on a fait un coup. Est-ce qu'on peut faire un coup de 2 années de suite? Je ne sais pas. Wait and see. On a vu. Pourquoi elle ne reste pas? Elle rentre justement dans ces cas précis de... Je pense avoir été très clair. Voilà. C'est des projets sportifs et des projets financiers. C'est des professionnels. Donc, le but du jeu, c'est qu'ils gagnent leur vie. Donc, mais ça, on le sait. Donc, on n'est pas déçus, on n'est pas atterrés. C'est frustrant quand même pour un entraîneur, j'imagine. Oui, tout est frustrant. Parce que chaque année, il faut renouveler. Confidence finalement. pour confiance, Olivier, il y a beaucoup de choses encore plus frustrantes pour moi que le départ de Keral Casas. Lesquelles? Voilà. On en parlera à tête reposée. Et quels sont les profils recherchés? Parce qu'on a bien compris que c'était une équipe à recomposer. Je pense que... On va s'appuyer sur des jeunes, comme disait le président tout à l'heure. Je vais pas. On a une conférence de presse demain, donc je voudrais pas relever trop de choses. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va s'appuyer sur le centre de formation, qui a quand même fait des résultats très intéressants. Je pense à Camille Langlais, par exemple, une joueuse qui était un petit peu sur le côté par décision personnelle, dirons-nous. Et surtout, je pense qu'il faut encadrer ces jeunes joueuses par des joueuses d'expérience. Et c'est ce qui nous a manqué peut-être par moment cette année. Donc on va avoir des joueuses avec un petit peu plus de vécu. Justement, le fait de ne pas forcément jouer l'Europe, ne pas avoir la certitude de jouer l'Europe, est-ce que ça met des freins aussi dans le recrutement Pas du tout. des joueurs? Pas cette année. L'année dernière, oui, mais pas cette année. Ouais. Non, pas du tout. Et quand on est président et quand on devient président, l'objectif, c'est quoi pour le NRB 2016-2017? On fixe des objectifs? Alors, on est dans la première année, donc on va être prudent sur les objectifs et on reste assez prudent. Je crois que le premier objectif, c'est de reconstruire une dynamique qui va aller de l'avant, d'aller chercher des partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, de pouvoir se redonner les moyens sur une année 2, où effectivement, là, c'est d'aller rechercher la Coupe d'Europe, de se repositionner correctement dans le top 8 et d'avoir des vraies ambitions derrière. Mais sur une première année, on ne peut pas avoir cette prétention tout de suite d'aller chercher le top 8 ou une Coupe d'Europe. On voit comment ça s'est passé avec l'Hermine. C'est ce que disait Jean-Luc Cadio il y a 2 ans.
L'Hermine, alors c'est un peu différent également. Le club, depuis 2 saisons, qui vient se mêler justement au top 8, top 9 de la Pro B, 2 ans après l'arrivée justement de vous, des nouveaux dirigeants. Vous estimez être dans les temps de passage, Thierry ? Je laisserai peut-être Jean-Luc en parler, mais c'est vrai lorsque nous sommes arrivés avec Jean-Luc, on a travaillé avec l'ensemble des membres du comité directeur sur un projet à 3 ans, avec un objectif, la montée en 2018 en Pro A. Donc on franchit étape par étape, on se donne les moyens, on a un bon groupe de dirigeants, on travaille beaucoup, on y passe beaucoup de temps autour de Jean-Luc. Nous ne sommes pas que tous les deux, il y a tout un groupe de dirigeants motivés, dynamiques et puis surtout très heureux de ces 2 années. Au final, c'est ça aussi la clé de la réussite, c'est qu'évidemment le succès appelle le succès et on est très content parce qu'en fait il y a une petite musique qui est plutôt très favorable. On a obtenu, on ne l'a pas évoqué, mais un nouveau VIP qui nous a permis de franchir une étape considérable pour accueillir comme il se doit nos partenaires, VIP que nous partageons aussi avec nos amis du NRB. Donc évidemment il y a un travail qualitatif qui a été fait. On a beaucoup, c'est l'espace qu'on accueille nos partenaires. On a un nouveau parquet, on a de nouveaux chantiers avec Jean-Luc pour obtenir une sonorisation encore digne de ce nom, puisqu'on veut faire à Mangin pour le moment, puisque vous le savez, nous serons les 2 clubs résidents en 2018, si tout va bien, à la Trocardière, qui est une vraie salle de basket. Donc on bosse beaucoup, ça fait 2 ans qu'on bosse comme des fous, c'est vrai. On a mis le petit doigt, on a mis la main, et bon courage à vous, parce que c'est très chronophage, mais on est un groupe vraiment très uni et passionné, quoi. Enfin, Jean-Luc. Je pense que c'est pareil, il faut que l'équipe de dirigeants soit à l'instar de l'équipe sportive, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, la convivialité pour que les gens reviennent. S'il n'y a pas la convivialité, l'amitié et tout ce qui va autour, on n'a pas de résultat, aussi bien les dirigeants que le club sportif. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a eu l'écoute de la mairie pour le nouveau parquet et pour le VIP. Maintenant, il faut qu'on continue et c'est à nous aussi de nous affirmer et puis de travailler encore plus main dans la main avec le NRB. Alors travailler avec cette équipe de l'Hermine pour la faire grandir, pour s'installer dans les meilleures équipes de Pro B, mais avec quel entraîneur ? Franck Colino est en fin de contrat. Écoutez ce qu'il nous disait vendredi soir. Nantes, c'est mon club de cœur, hein. J'y suis né, j'y ai joué, ça fait 17 ans que j'y suis en tant qu'entraîneur. Bon, maintenant, voilà, on verra de quoi l'avenir sera fait. Le job est accompli, la salle est pleine depuis 2 ans, voilà, c'est quelque chose d'assez plaisant. Je crois que les gens sont assez contents de venir au basket maintenant. On gagne quelques matchs, on fait les playoffs 2 fois d'affilée. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la tête haute, on verra pour le reste. Alors c'est la tête haute, on verra pour le reste, ça veut dire qu'il ne sera plus l'entraîneur Franck Colino, la saison prochaine. Pour l'instant, vous êtes un peu prématuré sur le sujet. Je pense que d'abord, ce qui était prévu, c'est qu'on s'est vu au mois de décembre avec Franck pour revoir son contrat. Je lui ai dit qu'on ne négocierait rien tant qu'on n'est pas acquis pour les playoffs, qu'on n'ait pas acquis notre rôle. Simplement, aujourd'hui, nous, on va se revoir. Là, ce soir, il y a un match à Denain. On se verra en fin de semaine. Et on va bien sûr voir Franck pour discuter avec lui du projet du club l'année prochaine. Mais après, je n'en sais pas plus à ce stade moi-même, le premier. Donc, on verra avec Franck au niveau de tout ça. Certains noms sont apparus dans la presse. Grégoire Beugnot, Claude Bergeau. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que pour franchir un nouveau palier, il faut un nouvel entraîneur ? Non, je pars du principe qu'aujourd'hui, je suis dirigeant d'entreprise. Quand je pars naviguer, j'imagine tous les scénarios. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'écoute des agents qui nous proposent des entraîneurs. Il y a des fuites. On a pu rencontrer des gens. Simplement, on ne veut pas non plus se retrouver suite à un désaccord pour X ou Y avec Franck ou X ou Y. Nous, on préfère anticiper. Donc voilà, on est aujourd'hui dans la réflexion et on va... Vous en saurez plus. Je pense qu'il faut laisser le coach faire son boulot pour les playoffs et le mieux possible. Et puis de là, on verra après. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. Il faut respecter le coach aujourd'hui dans sa mission à Denain et après on voit. Emmanuel, pas facile quand on est coach de ne pas savoir de quoi l'avenir va être fait non plus. Vous comprenez la question tout à l'heure. J'avais d'autres soucis que... Oui, non, mais on le sait, hein, ça fait partie de la règle du jeu. Il y a des fois, on ne fait pas bien le travail et on reste, et il y a des fois, on fait bien le travail et on ne reste pas. C'est la vie. Hein. Vous serez encore au NRB la saison prochaine, Emmanuel ? Je ne sais pas, mon président est là. Président. Oui, il sera là l'année prochaine. Oui. Ok, on le note. Concernant les joueurs, justement, Thierry, il faut s'attendre aussi à beaucoup de changements. On a vu qu'Alain Durham était parti pour revenir. Storm Warren est une des pierres angulaires de cette équipe. Est-ce que ça va bouger ?
Oui, ça bougera fatalement, mais on a des joueurs comme Valentin Bigotte qu'on a signé 2 ans, on a Henri Cahudi, donc on a déjà un noyau de joueurs, mais fatalement il y aura des changements, évidemment. Quant à la réponse sur Alam Duram, on ne peut pas vous la donner au jour d'aujourd'hui ni sur Stomoren. Karl David Nkoko, Paul Gravet, qu'on est en train d'essayer de voir au niveau du centre de formation, parce qu'on veut l'année prochaine 8 joueurs pro, 2 personnes issues du centre de formation, donc Karl David Nkoko qui aujourd'hui va signer de nouveau, puis Paul Gravet si il accepte les conditions, mais vous savez, comme il est suisse, il a peut-être plus intérêt d'aller jouer en Suisse pour jouer en temps de jeu, peut-être aussi financier, je ne sais pas. Maintenant, pour ce qui nous concerne, il y a 8 joueurs professionnels l'année prochaine, on aura une masse salariale, on ne veut pas faire comme cette année 10 joueurs pro. Et puis, on a des gens comme Storm Warham qu'on voudrait bien garder aussi, qui sont quand même pour nous des joueurs, des véritables guerriers, qui savent mouiller le maillot, qui sont pour nous un exemple. Et puis, Aline Durham, vous savez, comme disait Emmanuel tout de suite, c'est un contrat, il faut respecter le joueur. Parfois, ça marche. L'année dernière, Aline Durham n'a pas trouvé chaussure à sa pointure. Là, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, mais après, on verra l'équipe l'année prochaine, comment elle va se composer. Vous savez, on est... dans une période difficile en ce moment, pendant 1 mois ou 2, avec les agents, les joueurs, chacun essaye de faire monter l'écureuil au cocotier. Vous voulez un scoop? Allez, un petit scoop. On a une signature. Alain Dessène, notre animateur, a Alors justement, signé pour la saison prochaine. On va le découvrir parce que je voulais parler de ça dans les dernières minutes de l'émission puisqu'il ne nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Vous aviez un nouveau speaker cette saison avec également les duchesses, les cheerleaders, on les découvre d'ailleurs à l'écran. L'année prochaine, il y aura encore des petites nouveautés comme ça. On va continuer. Alors Alain Dessène, c'est pour tous les fans de basket, voilà, c'est l'animateur du basket en France, parce qu'il a choisi notre projet aussi, parce qu'il est à Strasbourg. Il est arrivé en début d'année, là. Il est arrivé début en de saison, début d'année, et c'est vraiment un vrai plus. On le voit dans les matchs un petit peu touchy. Le voilà, c'est lui, oui. C'est avec les lunettes, c'est le 12e ou 13e homme de l'équipe et plus. Et évidemment, on va continuer avec nos duchesses. On aura de nouvelles danseuses l'an prochain, et on vous réserve pas mal de surprises. Encore, nous sommes en plein travail. Alors déjà, je vous en ai donné un. Alain Dessène re-signe. Il est très courtisé, sachez-le, très courtisé par tous les clubs de Pro A et par certains clubs de Pro B. Un dernier mot, est-ce que l'Hermine et le NRB peuvent continuer à travailler à Mangin-Beaulieu, où il faut vraiment, comme vous le disiez, 2018, rentrer à la Trocardière? Je pense que moi, c'était un de mes premiers objectifs quand je suis arrivé à l'Hermine en tant que vice-président, c'était de rencontrer le président de l'époque, qui est toujours président, Hubert Gouriou. On a travaillé ensemble pour préparer les matchs à Trocardière, ainsi de suite. Pour moi, je ne vois pas le basket féminin et masculin travailler l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. Et c'est pour moi primordial. Eh bien, c'est ce qui se passera dans les... J'espère que ça continuera avec Franck ici, puis Emmanuel, mais moi... Pour moi, on a quand même le match de la Trocardière, un match double l'année prochaine qu'on a fait cette année, devant, si c'est possible de le faire à Trocardière, devant 4500 personnes comme on l'a fait cette année, pourquoi pas. Voilà, tout est dit. Merci messieurs, désolé de vous couper un petit peu, mais c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous les 4, merci également à Julien, Thomas, Nico, Sylvie. Foot, jeudi 19h20 avec Bruno Baroncelli comme invité. Salut à tous.